venant à ce moment, à cette tribune, je dois dire que j'éprouve deux gênes. La première, c'est d'intervenir juste après une personnalité prestigieuse. C'est toujours un exercice délicat. La deuxième, c'est que je suis qualifié dans le flyer, et à l'instant encore, de philosophe. Alors, rien dans mon pédigré ne permet de dire ça. Cela étant, un philosophe, c'est un état d'esprit. Cela étant, je vais vous faire une confidence d'entrée de jeu. Lorsque je vois les philosophes qui hantent les plateaux de télé, il m'arrive parfois de me dire pourquoi pas moi. Alors, parler d'universalisme, ça peut se faire de plusieurs manières, mais puisqu'on m'a demandé de parler des phénomènes décoloniales, je vais commencer par ça. Depuis quelques années, justement, un discours est devenu dominant, en particulier sur le plateau de télévision, celui qui voit l'homme de la République au travers des affaires et des histoires coloniales. Il y a un certain nombre d'historiens qui ont fait leur fonds de commerce de cela. Je pense en particulier à Pascal Blanchard, qui passe son temps à expliquer que la République, c'était les os humains. Toute une école d'historiens dit, non pas tout à fait jetant le contre-pied, mais disons de manière plus nuancée, plus critique néanmoins, que la République, c'était quand même un peu plus compliqué, et que ça ne peut pas se résumer par ces quelques éléments émotifs. Je pense en particulier à Claude Liozu, qui était un historien communiste, ou à Samuel Thomet, un historien radical. Donc il faut sortir de cette repentance qui légitime tous les éléments qui nous sont transmis de façon quotidienne, aussi bien par les journaux, la télé ou les consciences officielles. Alors, parler de la colonisation est une chose parfois un peu difficile. Je dois dire, préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté s'agissant de moi-même, que je me présente en général comme disciple de Robert Bonneau, qui fut mon professeur d'histoire en Marseille, et qui alla en prison au Roumette pendant quelques années du fait de son soutien aux combattants contre la guerre d'Algérie. Donc, en la matière, je n'ai pas de souci particulier. Mais je suis frappé de voir les combattants de la 25e heure des guerres coloniales trouver leur chemin de Damas en se posant comme combattants de guerre qui ont largement été finis par d'autres bien avant eux. Alors du coup, il n'y a plus de débat, puisque si bien nous sommes toujours dans la guerre. Il y a simplement des victimes et des bourreaux. Cela étant, la victime est, comme chacun le sait, dans l'idéologie officielle, le nouveau héros du XXIe siècle. Mais dans ce contexte où on ne regarde justement que les horreurs, que les victimes, que les bourreaux, il n'y a plus de contrat social, il n'y a plus d'espace public, il n'y a plus de république. Il y a seulement des émotions. Le problème étant, comment en est-on arrivé là? Et je voudrais dire, pour moi, il y a trois raisons particulières. Tout d'abord, qu'est-ce que la République et qu'est-ce que l'universalisme? Je parle bien entendu de l'universalisme humaniste. Il y a des universalismes religieux de toute autre sorte. L'universalisme humaniste se traduit politiquement dans la République. Et c'est l'idée d'un homme libre dans une société libre. Je signale au passage, je ne vais pas dire à chaque fois hommes et femmes, parce que me référant aux penseurs de la Renaissance, ils employaient ce mot homme comme un terme générique pour dire être humain,
à une époque où en français il existait encore quelque chose du fait du latin qui s'apparentait au neutre et que j'aimerais bien pour ma part voir renaître. Ça nous changerait de ces citations qui d'ailleurs vont devenir compliquées s'il y a un nombre de sexes qui dépasse 10. C'est donc un système, la République, où la liberté des hommes porte celle des autres. Il est le combat pour la raison, pour l'esprit critique, et bien sûr pour la liberté. Il y a surtout confiance en l'humanité. Il nous demande, je crois que ça a déjà été dit précédemment, ni cela à l'individu, ni son sexe, ni sa couleur, ni ses appartenances quelconques. Donc, c'est l'être humain. Et les êtres humains sont dotés de droits naturels, ça vient d'être redit d'ailleurs par Lafayette, un droit naturel de raison, qui est axé sur une vision de l'espace social, justement, et du contrat social, comme je l'évoquais précédemment. Plus que comme une communauté déterminée, quelle qu'elle soit. Sur le plan juridique, ces principes sont traduits. Sur le plan juridique, ces principes sont traduits par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et, chose qu'on oublie souvent, par la Déclaration de Philadelphie de 1944 sur les droits sociaux, en particulier les droits du travail. Alors, la critique des valeurs humanistes est malheureusement aujourd'hui très développée. Elle s'est beaucoup développée après la Deuxième Guerre mondiale du fait qu'il y a eu une espèce de perte de confiance en l'humain du fait des horreurs qu'on a découvertes. Comme si c'était l'homme libre qui avait créé la guerre. Comme s'il n'y avait pas d'autres causes, d'autres intérêts qui avaient mené à ces abominations. Et on en est arrivé à toute une philosophie qu'on appellera le postmodernisme qui critique l'esprit humain, qui n'y croit pas, et qui aboutit à des phrases absolument incroyables du genre, je ne sais pas si vous savez le souvenir, mais je crois que c'était Monseigneur Le Siger qui avait dit ça, la raison a mené à Auschwitz. Comme si Hitler était le symbole même rationaliste et qu'il n'avait pas raisonné. Mais ça devient systématique. Et depuis quelques années, j'ai vu un certain nombre de personnalités, comme on aurait pu prendre pour des gens sérieux jusque-là, faire eux aussi leur fonds de commerce en critiquant systématiquement les philosophes des Lumières pour trouver dans un petit coin s'ils n'auraient pas été un petit peu racistes. J'ai même entendu un jour quelqu'un dire, vous vous rendez compte que Montesquieu était tellement raciste qu'il a osé dire, comment peut-on avoir, à propos d'un noir, comment peut-on avoir une âme blanche dans un corps si noir? Beaucoup de personnes qui ont fait des études, on sait que cette phrase sert de sujet pour la phrase. Chez les philosophes des Lumières comme élément progressiste. Mais apparemment, ça n'avait pas frappé celui dont je parle. Deuxième élément, l'apparition du concept de mondialisation. Alors, le concept de mondialisation, il est basé sur les relations économiques et il a légitimé la remise en cause des fondements républicains. Ce qui est frappant, c'est la manière dont s'est faite la montée de cette pensée mondialiste. Parce que tout le monde dit, oui, c'est le commerce, c'est merveilleux. J'ai vécu au sein du PS cet émerveillement devant le commerce mondial qui s'est développé. Moi, je trouvais ça, il faut voir. Mais il y avait un enthousiasme absolument délirant. La liberté était enfin sur le monde et le développement économique lui-même. Cela étant, cette montée développée par les années Thatcher-Reagan, pour faire bref, n'est pas seulement économique. Elle a un contenu beaucoup plus philosophique, voire moral. Si vous vous rappelez la citation de Mme Thatcher, je vais me hasarder à dire le mot en anglais, ça va être formidable, c'était quelque chose du genre
There is no such a thing as society. La société, ça n'existe pas. Donc toute une conception du fait que l'individu est tout seul. Il n'a aucun lien avec les autres, en contradiction avec toute une pensée républicaine qui était exprimée par exemple par Léon Bourgeois, disant l'individu isolé n'existe pas. Au contraire. Et cette philosophie donc, qui s'opposait à la République devient une idéologie de soumission. La mondialisation est une soumission intellectuelle en tout cas. Je vous conseille, si vous ne l'avez fait, de lire le livre d'Alain Suppiot, qui s'appelle justement L'Esprit de Philadelphie, dans lequel il dit « La mondialisation n'est pas un fait de nature, elle est une construction humaine, et comme toute construction humaine, elle peut être défaite, elle peut être critiquée, mais elle n'est pas pérenne par nature. » D'ailleurs, on en voit quelques éléments aujourd'hui, il me semble. Donc, la philosophie républicaine, dans le cadre de cette nouvelle montée d'une philosophie universelle, parce qu'il s'agit bien d'un universalisme, la mondialisation, la philosophie républicaine était une gêne, et tout a été fait pour la détruire. Ce qui est le paradoxe, c'est que l'instrument de cette destruction fut la gauche. Étant moi-même un produit de la gauche, et d'ailleurs philosophiquement je le reste, même si organiquement plutôt, j'ai vu croître cette volonté d'interpréter la République comme une oppression. La gauche, ne voulant pas s'opposer au droit du discours mondialiste, présenté comme universel, comme impossible. Bon, il faut écouter Pascal Lamy à l'époque, il n'y a pas plus merveilleux, si on n'est pas pour la mondialisation, on est contre le progrès économique, le progrès humain, et j'en passe. Donc la gauche a trouvé plus moderne et surtout plus électoral de se poser en meilleur défenseur de la mondialisation. Le problème, c'est que, ce faisant, il a fallu qu'elle trouve des instruments pour l'expliquer. Par exemple, assimiler l'antiracisme à la dégradation, à la magnification des différences. Ce n'est pas un hasard sur en passant, même si je pense que le combat contre le racisme est une nécessité, ce n'est pas un hasard si SOS Racisme a été créé le même temps qu'on faisait le tournant de la rigueur. Dans un même souffle, la gauche a soumis l'analyse de l'histoire au développement des repentances, allant jusqu'à élaborer des lois dites mémorielles qui décident de la vérité en histoire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dire qu'il y a une vérité en histoire, jusque-là, s'apparentait plutôt à Kim Il-sung ou à Staline, mais là, soudain, ça devient merveilleux. Il y a une vérité historique. C'est au nom des minorités magnifiées par quelques Jacques Lang et quelques autres, d'ailleurs, que se développe un discours sur la dictature de la majorité. C'est au nom de celle-ci qu'a été organisé un bicentenaire de la Révolution particulièrement grotesque, qui parlait de tout sauf de la Révolution. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que non seulement il était grotesque, mais il se tenait en même temps que le G7, phénomène particulièrement révolutionnaire, s'il en est. Bref, le discours identitaire s'est substitué au combat républicain et à la lutte des classes. Le slogan « Vivons ensemble nos différences » ignore le combat social. Troisième et dernier élément, la soumission à la mondialisation fut évidemment aussi la soumission à sa clé de voûte des États-Unis d'Amérique. Alors ça me fait souvent penser, excusez le rapprochement, à ce chef gaulois dans le combat des chefs, je crois, qui s'appelle A plus B égale X. Alors A plus B égale X, dans un village, un chef de village,
et il y a une rivière qui traverse la village, il va faire un aqueduc. Tout le monde dit qu'il n'y a pas besoin d'aqueduc, puisqu'on va faire un aqueduc, ça fait romain. Alors là, il faut faire américain. Alors on trouve révolutionnaire de reprendre les discours produits par toutes les universités d'outre-Atlantique, et du coup sont présentés comme présentables tous ceux qui ont leurs entrées dans les dites universités. Prenons le cas de Mme Rocaille Diallo, par exemple, qui se répand aux États-Unis, dans les colonnes de Washington Post, dans les couloirs de l'ONU, pour dire du mal de la France, il magnifiait le modèle américain. Bizarrement, c'est cela qui lui donne la légitimité sur le territoire français. C'est l'aqueduc. Grâce à ce tour de passe-passe, on en arriverait à un extraordinaire renversement historique. Ainsi, les États-Unis seraient devenus le symbole de l'antiracisme et la France le symbole du racisme. Parce qu'on se rappelle qu'en 1942, les Américains n'ont accepté de donner des fournitures à la deuxième division blindée qu'à condition qu'il n'y aurait pas de soldats noirs dans ses rangs. Parce que je me souviens que Eleanor Roosevelt ne put faire chanter Ella Fitzgerald dans la Maison Blanche, ça ne se faisait pas parce qu'elle était noire. Parce qu'on se souvient que les droits civiques aux États-Unis ne datent qu'en 1964, on peut en rêver. Il faut défendre notre propre histoire. Il ne s'agit pas de donner un anti-américanisme primaire, rappeler qu'une alliance, ce n'est pas une solution. Et que, plutôt que de rappeler toutes les horreurs de la France, Dieu sait, il y en a, oui, bien sûr, mais on pourrait rappeler une tradition républicaine qui est marquée par des figures telles que Alexandre Dumas, Blaise Diagne, Aimé Césaire, Gaston Monnerville. C'est notre type de rappel. Rappel d'autant plus salutaire que la situation aujourd'hui semble contester sur le territoire américain lui-même, comme le prouve d'ailleurs l'affrontement qu'il y a eu à la dernière présidentielle entre Bernie Sanders et Hillary Clinton. Donc il y a bien là un retour du communautarisme au conflit social. Il était très clair dans les rangs démocrates, c'est pour ça qu'ils ont perdu. En reprenant une enquête du Pew Research Center, Clive Routledge a tenté d'expliquer pourquoi 58% des sympathisants républicains considèrent que les universités américaines ont un impact négatif sur la nation américaine, tandis que seulement 19% des démocrates partagent le même avis. Mais la tendance semble hésiter, et la question devient cruciale, car une société émiettée où un citoyen n'est seulement défini que par son appartenance, ou sa soi-disant appartenance, parce que parfois il y a des interstices difficiles, il n'a plus de capacité à analyser et à produire. Du coup, même les lois découvertes par les sciences n'échappent plus aux injonctions communautaires. Si vous vous souvenez de cette affaire de Alain Sokal, qui a publié dans Social Text en 1986 un article qui s'appelait, excusez du peu, Transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique. Et dans cet article, il était dit que l'enseignement des sciences et des mathématiques doit être enrichi par l'incorporation des aperçus dus aux critiques féministes, homosexuelles, multiculturelles et écologiques. Ayant fait des maths en le temps, je me dis là, j'ai du mal. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est pas que cet article soit absurde, évidemment, qu'il est absurde, c'est qu'il a été publié. C'est-à-dire qu'un éditeur n'a pas trouvé de problème. Pourquoi? Parce que les mots-clés étaient là. Du moment où il y a les mots-clés, on est content. Ce qui amène un autre Américain sur Twitter à dire ceci: nous sommes littéralement arrivés au point où les gens auront peur de publier des découvertes scientifiques qui pourraient contrarier l'idéologie politique. Salut Galilée. Dans cette obsession du refuge de la construction de micro-sociétés, qui rassure l'individu mais qui détruisent la société, les micro-sociétés qui ne trouvent leur but que dans la diabolisation des autres, mais pas dans leur propre existence, ça peut rassurer certains, c'est vrai. Elles ne sont que le reflet de la destruction de l'humanisme. Elles peuvent permettre de vivre, pas plus.
Et du coup, je voudrais terminer en vous citant cette phrase qui me paraît particulièrement prémonitoire de Big Brother, dans 1984. Big Brother dit ceci: tant que votre but sera de rester vivant, non de rester humain, rien ne changera. Mais à la qualité d'être humain, vous avez préféré celle d'être vivant, vous confinant ainsi dans un éternel présent et vous assurant que je serai toujours là. Ne vous en plaignez pas.